Je trouve que c'est pas rendre service à la personne qui est devant toi si tu lui dis pas: «Hey, tu as un diabète de type 2 là, on peut traiter avec, rien, voici les conséquences. On peut traiter avec des médicaments, voici les pour et les contre. On peut traiter avec des approches liées au style de vie, voici les pour et les contre. On peut traiter avec une chirurgie bariatrique peut-être si vous avez les critères, voici les pour et les contre. On peut traiter avec du jeûne, voici les pour et les contre». Puis là, de dire à la personne: «Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Puis comment est-ce que je peux vous aider sur votre cheminement vers une stabilisation puis une amélioration de votre santé?» Bonjour tout le monde. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Dr. Evelyne Bourdua-Roy, qui est médecin certifié en médecine de l'obésité, auteure et conférencière internationale. On vous parle de l'approche intégrative en lien avec le syndrome métabolique, le diabète, le surpoids, les douleurs chroniques et plus encore. Bonne écoute. Alright, bonjour tout le monde. Bienvenue à Max Wellness. Je suis ici aujourd'hui. Je suis choyé aujourd'hui. En fait, je suis avec Dr. Evelyne Bourdua-Roy. Je suis très content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci, en fait, qu'on ait réussi à faire fonctionner tout ça là, dans un horaire de temps des fêtes et compagnie. Merci beaucoup. Je suis très content là, que tu sois là avec moi aujourd'hui. Salut Maxime, ça me fait grand plaisir d'être là. Ben, merci beaucoup. Puis écoute, Evelyne, tu es médecin de famille, tu es certifiée en médecine de l'obésité par l'American Board of Obesity Medicine, puis tu es fondatrice aussi, là, on va pouvoir en parler tantôt, de la clinique Reversa. J'aimerais beaucoup que tu nous en parles là, aux auditeurs. Et tu es auteur de 7 best-sellers également, et tu donnes des conférences à l'international, et vous avez même démarré votre podcast là, récemment, qu'on pourra mettre dans les show notes et qu'on pourra parler le plus amplement tout à l'heure. Donc, bienvenue. Écoute, tout d'abord, j'aimerais ça, si tu peux te présenter pour les gens à la maison qui ne connaissent pas, autant professionnels de la santé que les gens qui ne sont pas nécessairement dans le domaine. Qu'est-ce que tu fais, grosso modo, au quotidien, dans ta pratique? Comment tu le décrirais? Puis, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui t'a amené là aussi dans ton parcours. Ah ah, cool, OK. Donc, je suis médecin de famille au Québec depuis 2015. C'est ma deuxième carrière. Avant, j'étais traductrice avec maîtrise en linguistique française et je m'enlignais ailleurs dans la vie professionnellement. Et puis, j'ai eu un coup de cœur, en fait, pour la médecine, pensant sur le tard, la fin vingtaine, que j'allais pouvoir faire une différence et changer le monde. Et ça, c'est bien naïf de croire ça, mais tu sais, quand tu as 20 ans. Bref, je suis devenue médecin de famille en 2015 et j'ai commencé à pratiquer comme médecin de famille en cabinet. Et je me suis vite rendu compte que c'était très, très, notre approche, en fait, dans le quotidien est très pharmacocentrique. En fait, on est beaucoup dans une médecine excellente pour tout ce qui est aigu, tu sais, un accident de la route, une crise de cœur, une pneumonie, des antibiotiques, mais on est vraiment moins bon en tout ce qui est chronique, tout ce qui est lié au style de vie, tout ce qui a rapport avec les habitudes de vie. Donc, on parle de ce qui occupe la majorité aujourd'hui des consultations médicales. Là, on parle de diabète, hypertension, maladie du foie gras, etc. Et dans la prise en charge et le suivi de ces problèmes de santé-là, je trouve que, je vais être honnête, là, ça fait un peu dur notre approche actuelle. Il y a peu de place à la prévention et j'ai trouvé ça difficile quand j'ai commencé à pratiquer d'être confrontée à cette réalité-là. Mais donc, je suis tombée sur le livre de Jason Fung, Code d'obésité. Pendant mon deuxième congé de maternité, je l'ai lu et ça a été une révélation pour moi. Ça a été un vrai coup de cœur émotionnel, coup de cœur intellectuel dans le fond. Je suis allée voir Dr. Fung à sa clinique. Il m'a formée à faire ce qu'il faisait comme médecine et on parle vraiment de renversement des maladies chroniques liées au style de vie, les fameuses maladies qui m'épuisait, je pourrais dire quasiment, qui me décourageait, me désespérait en fait. J'ai décidé de fonder la clinique Reversa en 2017, dans le fond, pour offrir au Québec l'équivalent de ce que Dr. Fung offrait en Ontario à cette époque. Sa clinique a fermé en 2019. Moi, j'ai quitté Reversa en 2021.
Actuellement, Reversa, malheureusement, n'a plus de médecins, n'a plus de coach expérimenté non plus qui y travaille. En fait, à ma connaissance, c'est plus un programme qui roule, mais moi et une petite équipe multidisciplinaire, on est en train de créer un nouveau programme pour offrir une nouvelle approche. On a appris nos erreurs, fait qu'on est en train de monter quelque chose de tout nouveau qui va probablement naître ce printemps en 2024 pour offrir aux Québécois qui ont intérêt, dans le fond, envers une approche basée sur les habitudes de vie pour renverser les maladies chroniques liées au style de vie. Ce qui, tu sais, dit dans cette phrase-là, ça a l'air comme logique, là. Tu sais, c'est des maladies qui sont causées par tes habitudes. Changeons. Hey, on va t'aider à changer tes habitudes, à comprendre c'est où que ça marche pas, c'est où ça accroche. Puis après ça, ça va aller mieux. Ça a l'air d'être la base de la base. Puis on pourrait croire que la médecine familiale, c'est ça notre mission, mais c'est pas tout à fait comme ça que s'axe la médecine en Amérique du Nord, je dirais. Ah, tu l'as bien dit, puis tu sais, pour les gens qui ont un intérêt à faire des changements d'habitude de vie, puis ça, c'est pas toujours évident pour une panoplie de raisons, pour tous, c'est ce qui est difficile pour un être humain, en fait, de changer ses habitudes, là. On est des créatures d'habitudes, puis je te comprends bien par rapport à ton cheminement aussi, ma conjointe qui est médecin de famille également, qui peut avoir vécu un petit peu les mêmes frustrations, ou des fois, je suis curieux de savoir de ton côté, en fait, qu'est-ce que tu trouvais difficile, tu disais, dans ces conditions-là de maladie chronique et tout, qui te donnait du fil à retordre en clinique. Qu'est-ce qui t'amène à dire ça ou qu'est-ce qui te challengeait à ce niveau-là, avant d'avoir les outils que tu as à ce jour, mettons? Ben, en fait, c'est qu'on est confronté à, tu sais, une grosse majorité de nos consultations sont liées à des problèmes qui sont liés aux habitudes de vie. Et là, comme tu le dis, c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour toi, c'est dur pour moi là, de changer des habitudes de vie qui sont ancrées. La vie va vite, il n'y a pas beaucoup de temps, on a les enfants, on dort pas nécessairement bien quand on est des jeunes enfants. Bon, plus tant que ça à ce qu'elle était il y a 100 ans, 150 ans, tu sais. S'adapter à ça constamment, puis ça change d'une génération à l'autre. Bref, on a des vies stressées et rapides et peu de temps, mais aussi peu de ressources. Fait que si je suis confrontée à des patients, par exemple, qui ont un diabète de type 2 et qui ont de la douleur chronique, qui sont fatigués, évidemment que si je leur dis, écoutez, Santé Canada recommande 150 minutes d'activité d'intensité modérée par semaine, blablabla, tu sais, c'est comme très difficile à mettre en œuvre dans le concret. Puis moi, d'expliquer aux patients, il faudrait changer votre alimentation, il faudrait changer votre activité physique, il faudrait dormir mieux, voici comment avoir une meilleure hygiène de sommeil. C'est très long d'expliquer tout ça. Et dans le système de santé actuel, en médecine familiale, en première ligne, on est il y a une énorme pression sur les médecins de famille de voir beaucoup de patients parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de consulter. Il y a beaucoup de patients qui sont orphelins, malheureusement, au Québec, donc qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Souvent, des personnes malades, très malades, sont sur les listes d'attente pendant des années, n'ont pas de renouvellement nécessairement de médicaments. Aussi, oui, ça n'a pas été ajusté en fonction de prise de sang récente. Bref, il y a toute une problématique d'accessibilité à la première ligne au Québec. Donc, quand on voit nos patients, on n'a pas nécessairement le temps de passer 1 heure avec eux à réviser tous les piliers de la santé métabolique et à voir là où on pourrait améliorer les choses avec les habitudes de vie plutôt que d'y aller vers des médicaments d'emblée. La pression est énorme. Et c'est aussi un peu comme ça qu'on s'est fait enseigner la médecine, c'est-à-dire il y a un problème, on va trouver une solution, on va prescrire quelque chose, le patient va repartir avec une solution en main, ça va fonctionner, puis voilà, la fin de l'histoire. Mais c'est pas fin de l'histoire parce qu'avec les maladies chroniques, nos médicaments ne guérissent pas, nos médicaments n'amènent même pas la rémission. Nos médicaments, en fait, ils stabilisent et ils gèrent au quotidien. Et moi, dans ma vision des choses, avant de lire Cas d'obésité, avant d'aller voir Jason Fung à sa clinique, c'est aussi la façon dont je concevais la médecine, les maladies chroniques liées au style de vie, c'est-à-dire c'est un diabète, il faut que tu lui donnes des médicaments anti-hyperglycémie, tu sais, dans le fond, des hypoglycémiants. Ça va faire baisser la glycémie. Si la glycémie est correcte ou normale ou proche de la normale, ben tout est beau. Et moi, mais tout n'est pas beau. Ce que j'ai appris après, c'est que tout n'est pas beau parce que les maladies chroniques, elles restent là.
et elles évoluent. On dit que c'est chronique et progressif parce que ça va continuer à se détériorer au fil du temps, malgré une optimisation du traitement pharmacologique. Et, euh, et moi, je croyais au début de ma carrière que, ben, it is what it is. C'est ça, les maladies chroniques liées au style de vie. Donc, aidons nos patients à stabiliser les choses puis à bien gérer, avoir des glycémies plutôt normales, avoir une tension artérielle plutôt normale, c'est bien. Mais j'ai appris qu'on pouvait faire mieux, qu'on pouvait faire autrement pour ceux que ça intéresse. Évidemment, changer ses habitudes de vie ou avoir une approche basée sur les habitudes de vie, ça intéresse pas tout le monde, puis ça, c'est correct. Mais il y a d'autres façons de faire les choses et moi, je pense là, ça va être controversé ce que je vais te dire là, mais moi, je pense que c'est notre job comme professionnel de la santé de première ligne d'offrir à nos patients toutes les options possibles, de bien les Mhm. expliquer, puis après ça, de laisser les patients décider qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils préfèrent, puis de les accompagner là-dedans, même si c'est pas le choix que moi j'aurais fait. Mais je trouve qu'on n'explique pas toutes les options ou qu'on s'intéresse pas nécessairement à toutes les options, dont les options liées au style de vie, pour toutes sortes de raisons. Et ça, je trouve que c'est pas rendre service à la personne qui est devant toi si tu lui dis pas, hey, t'as un diabète de type 2, là, ben vous, là, vous avez un diabète de type 2, monsieur, madame, on peut traiter avec rien. Voici les conséquences. On peut traiter avec des médicaments. Voici les pour et les contre. On peut traiter avec des approches liées au style de vie. Voici les pour et les contre. On peut traiter avec une chirurgie bariatrique, peut-être, si vous avez les critères. Voici les pour et les contre. On peut traiter avec du jeûne. Voici les pour et les contre. Puis là, de dire à la personne, qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans, puis comment est-ce que je peux vous aider sur votre cheminement vers une stabilisation puis une amélioration de votre santé. Ce que je trouvais frustrant, c'est que c'est difficile, même quand on connaît toutes ces options-là, c'est difficile de bien les offrir aux patients, de bien les accompagner là-dedans parce qu'on manque beaucoup de ressources en, en première ligne. On n'a pas accès à des nutritionnistes, des psychologues, des physiothérapeutes, des kinésiologues, des gens qui vont nous aider à accompagner les gens vers des changements des habitudes de vie. On n'en a pas ou très peu, très difficile. Donc, il faut idéalement tout faire nous-mêmes ou espérer que la personne elle a des bonnes assurances. Donc, ça crée des inégalités, évidemment, et ça rend le tout frustrant et difficile d'un point de vue des ressources. T'sais. Fait que je peux comprendre que actuellement, dans le système dans lequel on est, même quand on est méga bien intentionné puis méga axé sur les habitudes de vie comme médecin ou comme professionnel de la santé de la première ligne, c'est tout un défi. Tu l'as bien dit aussi, vous avez une demande, une pression énorme de voir plus de patients, mais tu sais, t'es mets où ces patients-là? Fait que ça diminue souvent le temps que tu as d'allouer. Exact. Puis, tu sais, je le vois même moi comme chiropraticien de parler d'habitudes de vie. Je le fais beaucoup, évidemment, au quotidien, mais souvent, c'est pas aussi, on n'a pas autant de temps que, tu sais, de réapprendre aux gens complètement comment changer une habitude. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, etc. Fait que ça implique du temps, plusieurs heures même, je dirais, avec des professionnels qui font des fois, qui sont beaucoup plus outillés que nous pour, je sais pas, avec des supports visuels, de vraiment prendre le temps que les gens comprennent ce qui se passe, tu sais. Parce que tu l'as bien dit aussi tantôt, c'est pas, oui, la pharmacologie, le volet des médicaments, ça va aider à justement contrôler un symptôme ou un paramètre, mais la solution n'est pas externe, est plus interne. Mais pour faire ces changements-là, il faut que ce soit appris à l'individu. Tu sais. Si la personne ne sait pas plus, ne sait pas mieux ou ne connaît pas les alternatives, puis ça aussi, je trouve que tu l'as bien nommé, ça me fait beaucoup penser au consentement libre et éclairé, mais si je ne connais pas mes options, j'ai pas vraiment un consentement, j'ai pas vraiment une connaissance de toutes les options qui s'offrent à moi, de leurs conséquences et avantages, parce que chacun a vraiment un cheminement aussi différent, puis il y a des personnalités différentes, il y a des gens qui répondent mieux à un type de modalité, d'autres un autre. Puis si on ne connaît pas toutes ces options-là qui s'offrent à nous, puis tu l'as bien dit, je pense que c'est notre mandat en tant que professionnel de la santé, en ayant ces connaissances-là, de les transmettre aux patients, puis de dire, regarde, voici les options qui s'offrent à vous pour cette condition-là, voici les avantages et inconvénients. À partir de là, vous pouvez faire le choix qui vous convient le mieux. Mais à date, c'est pas tout à fait ça, là, présentement, pour une panoplie de contraintes, comme tu as nommé aussi, le temps et bon, les ressources et même les connaissances, comment on apprend ça à l'école, c'est très différent de. Puis je serais curieux d'ailleurs, je vais faire du surf là-dessus, là, mais
sur le volet de la même si c'est en stand-by un petit peu, le projet de la clinique Reversa, son mandat, puis ce que tu as appris avec Dr. Fung, justement, qu'est-ce qui a été comme un peu révélateur ou qui a été le shift de paradigme? En quoi ça consiste un peu, là, ce paradigme-là renouvelé pour aider les gens? Puis ça aide qui essentiellement? Les syndromes métaboliques, le volet de diabète de type 2? Si tu peux nous en parler un petit peu plus, là, je serais bien curieux. Oui, mais en fait, ceux qui ont lu le cas d'obésité, ça parle d'hyperinsulinémie, de résistance à l'insuline et des conséquences sur la santé métabolique, d'être dans un état d'hyperinsulinémie, d'hyperglycémie constante, de résistance à l'insuline. Tu sais, si on veut repartir de base pour être sûr que tout le monde nous suit, parce que, mon Dieu, que c'est un mot que je prononce beaucoup, insuline, c'est évident pour moi. Mais quand on mange, quand on boit, puis qu'il y a des calories là-dedans, là, évidemment, tout ça doit passer par notre système digestif. Hein? Puis, il y a, quand on mange, il y a des protéines, mais il y a aussi des lipides, hein, du gras, puis il y a aussi des glucides qui sont, dans le fond, ça se transforme en glucose. C'est tout ce qui est féculent, tout ce qui est fruits et légumes, tout ce qui est grains et céréales. Bon, avec la digestion, ça se transforme en molécules de glucose, de fructose, de galactose. Et c'est le rôle de notre corps de gérer tout ça. Et comment il gère tout ça? Avec quelles hormones? Avec quelles enzymes? Avec quelles... qui décide qu'est-ce qui est stocké sous forme de graisse, sous forme de réserve énergétique, qu'est-ce qui est brûlé, etc. C'est un peu ça qu'on appelle le métabolisme. Donc, la santé métabolique, elle s'intéresse à comprendre comment, dans le fond, ce qu'on mange et nos habitudes de vie, parce que gros impact, hein, c'est pas juste qu'on mange pas, c'est beaucoup aussi les habitudes de vie, le sommeil, immense impact sur la santé métabolique. Bon, l'ensemble de nos habitudes de vie vont avoir un impact sur ce que fait notre corps en termes de gestion de l'énergie, ce que sécrète notre corps comme hormones, qu'est-ce qu'il fait avec ces hormones, qu'est-ce que ces hormones-là entraînent comme cascade à l'intérieur du corps, puis en bout de ligne, ça donne quel résultat? Est-ce que je brûle? Est-ce que je stocke? Est-ce que j'augmente mon métabolisme basal ou est-ce que je le ralentis? Etc., etc. Donc, au cœur de la santé métabolique se trouve, entre autres, mais parmi, disons, le cœur, j'ai toujours la difficulté à dire top 1, là, tu sais, le meilleur. Fait qu'on va dire, dans le centre se trouve, entre autres, l'insuline. L'insuline est une hormone qui est sécrétée par le pancréas. Elle est sécrétée quand on mange principalement des glucides. Donc, si je mange un bol de spaghettis ou si je mange une pomme ou si je mange Joe Louis qui pousse dans un dépanneur ou une banane qui pousse dans un bananier, même affaire, il y a des molécules de glucose, c'est des glucides. Donc, il y a des molécules de glucose là-dedans. Les molécules de glucose sont digérées, elles sont envoyées dans la circulation sanguine. Et là, pour que ces molécules de glucose-là puissent servir de carburant, il faut que le pancréas sécrète l'hormone insuline qui, elle aussi, s'en va dans la circulation sanguine et elle permet, en fait, aux molécules de glucose de rentrer dans les cellules. C'est comme une clé qui va se fixer à la surface des cellules, déverrouille la cellule, donc débarre, et là, il y a des canaux de glucose qui s'ouvrent, qui peuvent aller chercher des molécules de glucose et qui les prennent. Et là, à l'intérieur, dans la petite usine, on fabrique de l'énergie avec tout ça. Donc, l'insuline, elle est principalement sécrétée quand on mange des glucides, mais elle l'est aussi quand on mange des protéines, mais dans une moindre mesure. Et dans le livre de Jason Fung, le cas d'obésité, ce qu'il explique, et ceux qui l'ont pas lu en plus, là, faites-vous un cadeau en ce début d'année 2024, parce que je présume que tu vas lancer ton podcast en 2024, pas cet épisode en 2024. Mais faites-vous ce cadeau de vous acheter ce livre-là. En tout cas, moi, ça a été vraiment, il y a eu un avant et il y a eu un après dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Mais dans son livre, il explique ça. Il explique comment ça marche ça, puis qu'est-ce que l'insuline fait dans le corps, c'est quoi le problème avec les maladies, la majorité des maladies chroniques liées au style de vie de notre époque, qui sont des maladies qui existaient très peu ou pas du tout il y a 100 ans, 150 ans à peu près, puis soudainement, on a un tsunami
de maladies chroniques liées au style de vie. On parle d'obésité, de syndrome métabolique, de diabète de type 2, d'hypertension artérielle, de gouttes, de stéatose hépatique. On parle de multitudes de cancers différents. On parle de pancréatite, on parle d'AVC, de maladies cardiovasculaires. On parle de plus en plus de santé mentale, de troubles cognitifs, de démence. Bref, il y a beaucoup de connexions à faire avec les principales maladies qui nous affligent à notre époque et qui sont relativement nouvelles. Les gens ne mouraient pas de ça il y a 150 ans, ou en tout cas, c'était très faible dans les statistiques de mortalité. Donc, dans son livre, il explique tout ça et il explique que, ben, étant donné que l'insuline, ça a le rapport beaucoup avec ce qu'on mange et avec nos autres habitudes de vie, si on change ce qu'on mange, la quantité, la composition de nos repas, puis la fréquence de nos repas, Jason Fung est très, très fort sur le jeûne, ben, on est capable d'avoir un impact sur ces maladies chroniques-là. On est capable souvent non seulement de les améliorer, mais souvent on est capable de les renverser. Pas toujours, pas chez tout le monde, pas tout le temps à 100%, mais on est capable de rebrousser chemin un peu. Ce qui est un concept, c'était un concept tout à fait nouveau pour moi en 2016, quand j'ai lu ce livre-là, parce que jusqu'à ce moment-là, la notion du renversement n'avait jamais été abordée dans mes cours de médecine, dans mes stages en médecine. Et je l'ai lu en 2016, puis moi, j'ai gradué en 2015. Donc, tout frais, là. Ça faisait pas 20 ans que je pratiquais, puis j'étais plus ou moins à jour. J'étais comme relativement à jour, on va dire. Fait que ça m'a... écoute, ça m'a ébloui, ébahi, ça m'a... mystifié, j'ai trouvé ça extraordinaire de comprendre ça, puis j'ai trouvé ça vraiment choquant aussi de ne pas avoir vu ça dans mes cours puis dans mes stages. Puis tu sais, Maxime, des fois, tu lis un livre, là, puis c'est écœurant, puis tu te dis « Wow, oh my God! » Puis là, dans la pratique, tu sais, de passer de la théorie à la pratique, ça tient pas la route, puis ça fait pouet, 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 là. Fait que je me suis dit « Ouais, OK, ça a de l'allure, ce qu'il dit là, mais, tu sais, c'est-tu juste théorique? » Je me suis dit, j'ai rien à perdre, je vais l'essayer moi-même d'adopter une alimentation plus faible en glucides dans le but de réduire ma sécrétion d'insuline. Puis, je vais essayer le jeûne intermittent pour commencer, puis voir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça me fait. Mm-hmm. Et moi, ça a été une grosse plaque tournante pour moi personnellement, parce qu'évidemment, je n'en serais pas là aujourd'hui, donc vous vous doutez bien, il n'y a pas du gros suspense ici, que ça a été extraordinaire pour moi, et c'est ce qui m'a amené à communiquer avec lui puis à lui dire « J'aimerais vraiment ça que de venir observer dans ta clinique puis que tu me montres comment faire cette médecine-là, parce que maintenant que je sais que ça existe, maintenant que j'ai vu que ça marchait chez moi, ben j'ai besoin d'en savoir plus, puis j'ai besoin de savoir si je suis capable d'offrir ça à mes propres patients, parce que là, je pourrais pas retourner en arrière selon moi, mais j'ai besoin d'être compétente et outillée, tu sais. Fait que c'est ça, je suis allée Puis où, lui, passer... Dr. Fung? Il est à Toronto, il est OK. à Scarborough en particulier. À l'époque, il y avait une clinique avec Megan Ramos qui s'appelait Intensive Dietary Management. OK. Et c'était des gens qui allaient là, justement. Lui, il est néphrologue, hein, Dr. Fung. Donc, lui, ce qu'il voit, évidemment, le diabète, ça affecte énormément les reins. Ça affecte tous les organes. Écoute, le diabète, là, ça détruit tout ce qui contient des nerfs et ou des vaisseaux sanguins. Fait qu'on s'entend que de la tête aux pieds, là, ça couvre tout le territoire, on va dire. Lui, il voyait des patients en hémodialyse qui avaient plus de reins, qui étaient souvent amputés, souvent aussi avec cécité et autres problèmes, post-crise cardiaque, post-deuxième crise cardiaque, des gens vraiment très maganés, on va dire, en bon québécois. Et il savait que c'était évitable. Mais quand tu es rendu en hémodialyse, quand tu as perdu une jambe, quand tu vois plus, quand tu es aveugle, c'est trop tard pour ces organes-là. Ça, c'est pas réversible. Rendu là, on ne peut que essayer de faire du mieux qu'on peut puis de maintenir la qualité de vie du mieux qu'on peut. Mais avant d'en arriver à cette étape, il y a moyen de rebrousser chemin souvent, et il le savait, lui. Puis à un moment donné, il a décidé que ça suffisait d'être témoin de ça jour après jour. Donc, il a fondé avec Megan Ramos la clinique Intensive Dietary Management. Je suis allée passer une semaine chez eux.
et ça m'a jeté à terre. Ça m'a, écoute, flabbergastée. Ça a été une révélation pour moi. Eux, ils voyaient des gens par cohorte, dans le fond. Fait que c'était des cohortes de 12 à 20 personnes à chaque heure. Fait que pendant une semaine, là, j'en ai vu du patient. Wow. C'était des patients qui allaient mieux, qui avaient perdu du poids, que leur glycémie s'était améliorée. Ils arrivaient dans le bureau en souriant. Ils arrivaient dans le bureau des fois quasiment en gambadant. Ils avaient hâte de montrer leur glycémie, leur carnet de glycémie. Ils avaient hâte de montrer les beaux résultats qu'ils avaient eus, d'en discuter, etc. Et Dr. Fung déprescrivait des médicaments. Il sortait son pad de prescription, là, puis il écrivait « cessez glucoside ». CC metformine, CC Januvia, CC les médicaments contre le diabète et les médicaments Wow. hypotenseurs et les médicaments contre la douleur souvent, là, CC, je capotais. On n'est pas habitué en médecine de première ligne de voir des patients qui vont mieux, puis qui ont hâte de nous montrer comment ils vont mieux, puis qui ressortent du bureau avec un médicament en moins. Mais Ben, écoute, c'est fou, là. J'ai vu ça, cohorte après cohorte, de heure après heure, là, il était 12 à 20. Tout le monde, pas tout le temps, là, ils sont pas tous sortis, mais par heure, là, il devait en avoir, je sais pas, 3-4 qui sortaient avec une déprescription, tu sais. Les autres, c'était mieux, c'était stable. Des fois, Megan, elle me disait, cette patiente-là qui est devant toi, là, elle est rendue à 120 livres de perdu. wow. Cette patiente-là que tu as devant toi, là, elle prenait 200 unités d'insuline, là, elle n'en prend plus. Il reste des médicaments, mais elle prend plus d'insuline. Ce patient-là que tu vois là, il y avait 4 médicaments contre l'hypertension, là, il est rendu avec 1. Je te jure, c'était non-stop toute la semaine, heure après heure. Écoute, j'étais à terre, ses fesses. Ben, c'est stimulant pour les patients, comme tu le dis, qui étaient excités d'arriver et puis voir les changements parce qu'ils devaient ô combien se sentir mieux, au-delà de se faire des prescrits, des changements de prise de perte de poids et compagnie. Dans leur peau, ils devaient se sentir ô combien mieux, mais c'est stimulant aussi pour les praticiens, de voir ces patients, comme tu dis, vous n'êtes pas habitué à ça nécessairement. C'est pas la journée typique là, en médecine familiale au Québec, dans une pratique plus standard, on va dire ça comme ça. Mais ça peut être stimulant aussi pour la personne qui l'assiste, en l'occurrence son médecin, de faire comme « Wow, ça va mieux! » Si c'est ça, comme tu dis, c'est pas tout le monde à 100% tous les jours, Non. mais ça va être ô combien satisfaisant, un sentiment d'accomplissement et de partenariat réussi. Tu sais. Vraiment, vraiment. Une satisfaction professionnelle qui te Mhm. tellement forte là, qui te fait renouer avec ta profession, que tu as choisi dans le but d'aider les gens puis de faire une différence. Mais moi, je sentais pas avec mes pilules que je faisais une bien, bien grosse différence, tu sais, parce que c'était comme mon seul outil de prescrire des médicaments. Puis les gens ne revenaient pas me voir en me disant « Hey, ça va tellement mieux! » Tu sais, peut-être oui, dans des cas de dépression, des choses comme ça, mais en diabète, ça allait jamais tellement mieux qu'ils revenaient me voir dans le seul but de me dire à quel point, hey, wow, depuis que tu m'as prescrit telle pilule, là, hey, mon diabète, c'est wow, là, je viens te le dire. Non, tu sais, c'est pas ça notre réalité. Fait que c'est immensément satisfaisant de voir des gens qui vont mieux. Puis, overall, c'est quel genre justement de succès chez C'est du cas par cas, mais en lien avec avant que ça devienne, comme tu dis, une amputation ou des organes qui deviennent déficients. Mais j'imagine qu'il y a un taux de succès où ça doit être quand même assez impressionnant versus l'approche plus standard ou avec juste pharmacologique, justement, de la clinique, soit que vous avez eu, vous, avec Reversa et ou Dr. Fung, là, mais quel genre de résultats on peut s'attendre justement avec des renversements, par exemple, de diabète de type 2 ou de d'autres conditions là, qui sont secondaires à un syndrome métabolique, par exemple? Oui, ben tu l'as bien dit, c'est variable d'un individu à l'autre et ça, puisque c'est basé sur les habitudes de vie, ça dépend aussi à quel point la personne est vraiment motivée intrinsèquement pour les bonnes raisons pour elle-même et non le fait parce que son conjoint ou sa conjointe l'oblige ou tu sais ce genre de choses-là. Ça dépend aussi, je te dirais, à quel point on est capable d'accompagner ces gens-là parce que c'est pas facile. Si tu te rends jusqu'à, par exemple, un diabète de type 2 dans la vie, c'est sûr qu'il y a une composante génétique aussi. On est plus fragile ou plus enclin à développer le diabète versus autre chose, par exemple. Oui, tu sais, fait qu'il y a une petite prédisposition génétique là-dedans, mais c'est gros les comportements. Fait que si on a eu
jusqu'à maintenant des comportements qui nous ont amenés vers la maladie. C'est sûr que du jour au lendemain, faire un 180 degrés, puis tout changer, ce qui nous a rendu malades, puis le changer de manière permanente, ça ne va pas de soi. C'est pas parce que tu sais dans ta tête, OK, si je mange ceci, ça va faire monter mon taux de sucre dans le sang. Mon médecin va être obligé de taper là-dessus avec plus de médicaments. Je ne veux pas ça, donc je ne mangerai pas ça. La logique est là, mais dans les comportements humains, ça se passe pas toujours par Mhm. logique, hein. On a des comportements de manger, de pas manger, de pas faire d'exercice, de faire d'exercice, de se coucher tard, de regarder. Tu sais, on a toutes sortes de boire de l'alcool, toutes sortes de comportements qui sont pas nécessairement alignés sur nos objectifs, mais qui, dans le moment présent ou dans le contexte de stress ou de fatigue ou de surcharge mentale ou d'épuisement de la volonté ou de dépendance, qu'on fait pas chaque fois, tout le temps, les bonnes, tu sais, on prend pas chaque fois, tout le temps, les bonnes décisions. Puis ça, c'est humain. Moi aussi, je suis totale là-dedans. Là. C'est une espèce de combat quotidien là, de maintenir des bonnes habitudes de vie. Donc, ça dépend aussi à quel point les gens sont vraiment déterminés à coûte que coûte, peu importe le nombre de fois que je vais tomber, je vais me relever puis je continue. Ça dépend de notre capacité à accompagner ces gens-là. Et ça dépend aussi de la gravité des maladies au départ. Évidemment, plus un diabète de type 2 est récemment diagnostiqué, ben plus ça a tendance à être facile à être renversé. Plus un diabète, ça fait longtemps qu'il évolue, il y a eu il y a beaucoup de montagnes russes de glycémie, beaucoup d'hyperglycémie. C'est surtout les hyperglycémies qui sont dommageables pour le pancréas et pour le reste du corps, les vaisseaux sanguins et autres. Ben, plus la personne aussi, ça fait longtemps qu'elle s'injecte de l'insuline. Puis là, on parle de type 2, là, on parle pas de type Mhm. 1. Euh, plus c'est incertain si on va être jusqu'où on va être capable d'opérer un renversement. Cela dit, ça dépend aussi si l'objectif des patients, c'est un renversement complet, une rémission, où on n'a plus aucun médicament puis aucun signe de maladie, ou si notre objectif, c'est de faire un 180 par rapport à la maladie actuelle, cheminer dans la direction opposée, voir ça comme un parcours, comme un cheminement, une évolution, puis voir jusqu'où on est capable de se rendre. Et on a certains patients qui étaient très malades, qui ont nettement amélioré leur santé métabolique, mais qui gardent un ou deux médicaments qui permettent d'atteindre des glycémies normales, des glycémies stables et basses, mais chez qui on n'a pas été capable de se rendre jusqu'au bout du sevrage de tous les médicaments. Et ça, c'est un succès pareil, là, Mhm. comparé à prendre plein de médicaments, puis le devenir d'une maladie chronique liée au style de vie, c'est que c'est chronique et progressif, donc ça se détériore de plus en plus avec le temps. On prend de plus en plus de médicaments, de plus en plus des grosses doses, jusqu'à dose maximale, et on prend du poids, et on ne sent pas bien. Donc, si on est capable de renverser tout ça, d'en prendre moins, d'avoir perdu du poids, d'avoir retrouvé de la vitalité, de l'énergie, d'avoir moins d'inflammation, d'avoir moins de douleurs chroniques, même s'il reste un ou deux médicaments, on est quand même dans un processus de renversement qui en vaut nettement la peine. Mais si tu veux que je te parle de OK, mais on voit quoi cliniquement, là? Ben, en supposant quelqu'un qui a une maladie relativement jeune, il reste encore des cellules du pancréas qui sécrètent de l'insuline, puis bon, on n'est pas rendu à la cirrhose du foie, puis on n'est pas rendu à l'amputation, à l'insuffisance rénale, à la cécité. Mettons qu'on n'est pas rendu là encore. Ce qu'on a vu en clinique beaucoup, c'est des renversements complets de stéatose hépatique, même quand il y avait de l'hépatomégalie, donc des gros foies très gras. Euh, Ça, on en a vu vraiment beaucoup parce que moi, je crois beaucoup à la médecine de prévention, la médecine d'enseignement. Donc, je demande certains tests qui sont peut-être moins courants dans disons, la prise en charge, dans les lignes directrices en général. Fait que moi, à la clinique Reversa, je faisais toujours faire une échographie du foie au début du programme et à la fin du programme de 6 mois pour faire une comparaison. Et chez presque tous les patients, il y avait de la stéatose hépatique au départ, donc la maladie du foie gras, léger, modéré, sévère, très sévère, on a tout vu. Et la plupart, très, très forte majorité de ces patients-là, après 6 mois, il y avait de nettes améliorations, voire une disparition complète de stéatose hépatique. Et ça, je veux pas faire d'accroire à personne. J'ai des centaines de rapports d'échographie qui me l'ont démontré
tu sais, patient après patient. Fait que ça, je sais, hors de tout doute, qu'on peut renverser une stéatose hépatique tant qu'elle n'est pas au stade de cirrhose du foie. Tu sais, Maxime, il y a des organes qui se régénèrent pas pire, puis il y a des organes qui se régénèrent pas vraiment. Fait qu'admettons que tu as fumé 2 paquets de cigarettes par jour toute ta vie, là, ces poumons-là, là, c'est pas parce que tu arrêtes de fumer qu'ils vont se refaire une santé puis qu'ils vont retrouver leur jeunesse de quand tu étais non-fumeur. Par contre, le foie, il a cette capacité de se régénérer, de s'améliorer tant qu'il n'est pas au stade de cirrhose. Donc, même quand on a un très gros foie, très, très gras, s'il n'y a pas de cirrhose, on est capable de faire le chemin inverse. On l'a vu, donc, stéatose hépatique, ça, clair comme de l'eau de roche cliniquement. On l'a vu beaucoup en diabète de type 2, évidemment, des gens qui avaient des glycémies très, très anormales, qui prenaient de hautes doses d'insuline et des autres médicaments, qui ne prenaient plus aucun médicament avec des glycémies parfaitement normales, des glycémies, écoute, parfois meilleures que les miennes. Hmm. On a vu ça. On a vu des gens qui ont perdu 1, 2, 3, 4 médicaments. On a des gens dont la pression s'est nettement améliorée et qui se contrôlent d'elles-mêmes sans aucun médicament après avoir été 10 ans, 20 ans à prendre des médicaments. On a vu beaucoup de tout ça. Et effet surprise que je n'avais pas vu venir dans la clinique, on a vu beaucoup de renversements de douleurs chroniques de type genre fibromyalgie, douleurs chroniques, fatigue chronique. Ça m'a prise par surprise parce que je ne pensais pas qu'il y avait un lien entre l'alimentation. Là, tu vas rouler des yeux, là, mais je pensais pas qu'il y avait un lien entre l'alimentation, puis la douleur, puis l'inflammation chronique. Tu sais, écoute, je sortais de la fac de médecine, là, on m'avait pas parlé d'alimentation tout court, là. Donc, on a vu à tel point, en fait, qu'on a commencé à suivre nos patients avec une échelle de douleur. Tu sais, les sourires, là, Mhm. de 1 à 10 avec un bonhomme qui est en terrible douleur dans le rouge, puis quand ça monte jusque dans le vert avec un beau sourire de bonheur, là, des belles améliorations là, à toutes les cohortes, à tous les patients, systématiquement, on leur demandait aujourd'hui, sur une échelle de 0 à 10, vous êtes comment diriez-vous qu'est votre douleur? Fait qu'on a aussi, pendant plusieurs mois, objectivé l'amélioration au niveau de la douleur, au niveau de l'inflammation. Inflammation, c'est plus dans les prises de sang qu'on le voit. Là. Je ne vous parle pas d'œdème, là, des gros doigts puis des grosses chevilles avec des marques de bas, mais ça aussi, évidemment, on l'a vu. Donc, on a vu beaucoup de choses, beaucoup de choses dans ce temps-là. Évidemment, pas chez tout le monde, évidemment. Il y a même des gens qui étaient ultra motivés, qui faisaient tout parfait et qui n'ont pas réussi à perdre du poids de manière significative ou qui n'ont pas réussi à obtenir des glycémies plutôt normales. Je ne veux pas vous faire croire là, que ça marche chez tout le monde. Il suffit d'être motivé dans la vie. C'est pas juste ça. Si c'était simple de même, on le ferait tout ou presque. Là, Mhm. Si c'était simple d'être mince, on serait toutes très minces. Si c'était simple de ne pas être malade, on serait toutes pas malades. C'est évidemment complexe, ces affaires-là. C'est multifactoriel. Et il y a des gens chez qui des diabètes de type 2, en fait, qui avaient l'étiquette de diabète de type 2, le diagnostic de type 2, et qui n'étaient pas des type 2. C'était des gens qui sont, dans le jargon, on appelle ça des 1,5. C'est Mhm. des gens qui sécrètent encore de l'insuline, mais plus assez pour couvrir leurs besoins, même quand leurs besoins sont à leur minimum. Fait qu'on les appelle les 1,5 parce que les diabètes de type 1 ne sécrètent plus du tout d'insuline ou tellement, tellement peu. C'est auto-immun, hein, c'est le diabète de type 1, là, ça n'a pas vraiment rapport avec les habitudes de vie. Tandis que le type 2, ce n'est pas auto-immun, ça a très rapport avec les habitudes de vie. Malheureusement, c'est une maladie qui porte le même nom dans les deux cas, alors que c'est pas du tout la même origine physiopathologique. Bon, malheureusement, it is what it is, là, ça faisait de l'urine sucrée dans les deux cas, fait que donc c'est la même affaire, mais c'est pas la même affaire. Les types 1, ils sont insulinopéniques et les types 2 sont hyper insulinémiques. Donc, c'est pas la même game, ça se traite pas de la même façon. Bon, peu importe. Fait que on a vu en clinique quand même un nombre non négligeable de personnes qui sont ni un type 1 pur, ni un type 2 pur, qui sont entre les deux. Fait que ces personnes-là, évidemment, on peut pas dire qu'on a été capable de renverser au point d'être en rémission, de ne plus avoir besoin de médicaments, mais on a été capable d'accomplir de belles choses et surtout d'améliorer leur bien-être et leur qualité de vie, ce qui est le plus important au final. Parce que les médicaments, c'est pas l'ennemi numéro un. Le but dans la vie, c'est pas nécessairement de plus avoir de médicaments. Le but dans la vie, c'est d'être en bonne santé physique et mentale, d'être en vitalité, de s'améliorer, d'avoir
tu sais, d'investir dans notre santé pour que plus tard, on vieillisse bien, puis qu'on n'aille pas vers la maladie, mais qu'on aille de plus en plus vers le bien-être, la vitalité et la santé. Exact. Je pense que tu le nommes bien là-dessus. Le volet du syndrome métabolique et toutes ces multiples ramifications et de comment ça va se manifester chez la personne, soit en termes de diabète, d'hypertension, de douleur. Ça, j'adore que tu l'aies mentionné. Puis j'aime comment tu l'as dit aussi, dans le sens où tu étais à ta grande surprise, comme médecin, tu n'avais pas appris ça nécessairement, mais c'est encore le cas j'ai le goût de dire, de la majorité des médecins aussi, même du volet médical, je dirais. Moi, comme chiropraticien, c'est mon quotidien, avec une approche en santé intégrative, veux pas, c'est quelque chose que je vois à chaque jour et des beaux succès, justement, suite à avoir changé des habitudes de vie comme ça. Mais même dans ma profession, les douleurs, c'est pas le lien entre l'alimentation et la douleur et même l'inflammation n'est pas encore tout à fait reconnu. Puis là, on le voit de plus en plus. Il y a des mécanismes qui sont de plus en plus expliqués, autant avec le volet de l'insuline qu'une panoplie d'autres facteurs inflammatoires et l'alimentation. Mais c'est encore là vraiment au statut embryonnaire ou même, je dirais, l'ampleur de la chose et de la connaissance ou de la reconnaissance de ce lien possible-là est encore peu connu, malheureusement. Oui, tout Puis, à fait. Si on parle de microbiote, par exemple, on est au stade embryonnaire, comme tu dis, de comprendre le microbiote, les interactions dans le microbiote, puis avec le reste du corps. Puis ça a un lien, évidemment, avec l'inflammation, avec les maladies chroniques, avec la douleur chronique, tout ça. Puis on est loin de comprendre tout ce qu'il y a à comprendre du microbiote. Puis c'est souvent, comme tu dis, une question d'outils. C'est souvent des outils qu'on doit aller chercher après avoir fait notre formation de doctorat. Tu sais, c'est un petit peu ça aussi. Puis si on n'est pas outillé pour l'évaluer, bien évidemment, on ne le cherchera pas non plus. Tu sais. Mais ô combien de cas par semaine, je dirais, que les gens sont comme, écoute, j'ai vu tant de professionnels, physio, chiro, ostéo, peu importe. Puis là, je suis comme, écoute, si on fait la même chose, on risque d'avoir les mêmes résultats. Donc, on va aller prendre un step back. Puis ça se passe souvent, évidemment, dans l'anamnèse, après voir où sont les petits trucs. Mais pour ça, il faut avoir ces outils-là, cette paire de lunettes-là pour pouvoir aller aider notre patient. Mais ça pour dire, puis tu l'as bien dit aussi, la médication a sa place et ça a sa raison d'être aussi. Mais à mon sens, c'est là que ça prend tout son sens, justement, de prendre des médicaments pour aller stabiliser différentes choses, mais en travaillant, comme tu le dis, si on utilise la médication de façon bien faite, je vais dire ça comme ça, mais que tout le reste est, justement, on prévient l'évolution aussi ou la progression de la maladie ou justement la dégénérescence encore plus loin. Tu sais, des fois, on quote unquote, on l'a échappé, on a fait un petit accident de parcours, on n'a pas pris la bonne direction sur nos habitudes de vie. Parfait. Voici ce qu'on va aller contrôler avec la médication, mais voici comment on peut venir aussi contrôler avec les habitudes de vie et éviter la progression aussi, là, dans le mauvais sens, quote unquote, de ce qui a été déjà fait. Mais c'est là que ça amène beaucoup d'espoir, mais comme tu dis, comment ils disent ça en anglais? Là, c'est, donner un poisson à une personne, il va pouvoir manger une journée, apprenez-lui à pêcher, il va pouvoir justement, ça va être sustainable dans le temps. Ben, je pense que c'est un petit peu ça, une grosse job d'éducation, mais pour ça, comme tu as eu ton aha moment avec Dr. Fung, mais je pense que si tous les praticiens pouvaient avoir ces outils-là, pas nécessairement pour ne faire que ça, mais l'offrir comme étant une possibilité à travers plein d'autres outils comme la médication et autres modalités, je pense que tout le monde s'en sortirait un petit peu plus outillé, on va dire ça comme ça, pour s'aider comme ils le veulent bien, où ils sont rendus dans leur processus. Oui, tout à fait. Je suis curieux, là, on n'en a pas parlé beaucoup, mais tu as quand même écrit 7 livres. Pas un, là. Tu as écrit 8, plusieurs livres. 8 en fait, parce que j'ai le petit dernier qui va sortir le 17 janvier, fait que ça fait 8 au total. Ça fait quoi, un par année, ça? Et même plus, oui. C'est ça, j'allais dire. C'est pour ça que j'hésitais un petit peu. J'étais comme, ça fait même plus, crème, mais tu trouves le temps où pour ça? Puis, qu'est-ce qui t'a amené à justement avoir toute cette passion-là d'écrire autant de livres? Ben écoute, il y en a 2 là-dedans que c'est des recettes, là. Fait que dans le fond, ça, c'est ouais, c'est plus long qu'on pense, faire un livre de recettes, là, mais en termes de théorie, tu sais, perdre du poids en mangeant du gras, tome 1, qui, selon moi, j'allais l'écrire puis ça allait être ça, là, mais finalement, ça a été tellement
bien reçu qu'il y a eu un tome 2, qui a été tellement bien reçu qu'il y a eu un tome 3. Et il y a une maison d'édition française en Europe, Thierry Soucard, qui m'a approché pour écrire justement sur l'ensemble de l'œuvre de ce qu'on faisait à la clinique Reversa, de la théorie à la pratique, au genre de résultats qu'on voyait. Puis, et c'était un livre, Renverser le surpoids et le diabète de type 2 avec le protocole Reversa aux éditions de Thierry Soucard. C'est un livre qui se veut aussi pour les professionnels de la santé, pour leur dire comment intégrer ça dans leur pratique s'ils le veulent. 2 livres de recettes, le grand livre du jeûne que j'ai coécrit avec Sophie Rolland, qui est mon deuxième cerveau. Je suis son deuxième cerveau, mon bras droit, je suis son bras droit. Bref, Sophie, elle a commencé à travailler à la clinique Reversa en 2019 et rapidement, c'est devenu clair que pour elle et moi, qu'on adorait travailler ensemble, qu'on avait plein de bonnes idées puis que notre dynamique était bonne. Elle est neuroscientifique, donc elle est plus science, cerveau, lire des études. Moi, je suis plus clinique, sur le terrain, etc. Elle est devenue coach, donc elle a accompagné beaucoup de patients. C'est elle qui connaît tous les trucs de quoi dire aux patients pour les encourager, quoi leur faire comme exercice pour les sortir d'un trou parce que tout le monde tombe à un moment donné, comment remplacer de la farine blanche dans telle recette, pas que ça goûte mauvais. Bon, ci puis ça là, est vraiment excellente. Donc, ensemble, on a écrit le grand livre du jeûne et en France, il s'appelle Comment jeûner. Thierry Soucard a repris les droits aussi, donc c'est ça. Et là, on est en train, on a fini l'alimentation méditerranéenne métabolique, dans le fond, qui va sortir là, le 17 janvier, partout, y compris au Costco. C'est une alimentation, en fait, on explique comment combiner l'alimentation méditerranéenne, qui est bien connue pour être bonne pour la santé cardiovasculaire et la longévité. Fait qu'il y a ça qui est bon de l'alimentation méditerranéenne, mais elle peut être quand même très riche en féculents ou très riche en glucides, ce qui peut fonctionner un petit peu moins bien dans notre contexte nord-américain où la majorité des adultes au Québec et en Amérique du Nord ont déjà une résistance à l'insuline ou une hyperinsulinémie. Donc, on le sait que trop de féculents, ça sera pas bon dans ce contexte-là. Fait qu'on a combiné ça avec l'alimentation faible en glucides, dans le fond, puis on a pris la zone de chevauchement entre le méditerranéen puis le faible en glucides. Et donc, ça donne du faible en glucides. Pourquoi, comment faire ça? C'est quoi l'insuline? C'est quoi l'hyperinsulinémie? C'est quoi la résistance à l'insuline? Ça fait quoi dans le corps? Puis comment qu'on fait pour travailler ça? Puis c'est pas du tout juste l'alimentation, hein? Il y a 4 causes à la résistance à l'insuline dans le corps, donc on en parle dans le livre. Et pour répondre à ta question par un immense détour, la raison pour laquelle j'avais écrit le premier livre que j'ai coécrit, en fait, Perdre du poids en mangeant du gras, tome 1, je suis co-auteur de ce livre-là. Le but était vraiment de faire de l'enseignement, disons, à grande échelle, de faire connaître ça, parce qu'au Québec, en 2016, ça ne se discutait pas du tout. On parlait jamais dans la sphère publique, soit d'alimentation faible en glucides, d'alimentation cétogène, de jeûne, de renversement des maladies chroniques liées au style de vie. Ça ne se discutait pas, on n'en parlait pas, dans le fond. C'était même pas un concept, c'était pas connu. Le keto, ça n'existait pas au Québec à cette époque-là. Et pourtant, ça existait aux États-Unis puis ailleurs dans le monde. Ça commençait à prendre de l'ampleur comme mouvement parce que ça marche, tu sais. Pas chez tout le monde, mais ça marche grosso modo de réduire ses apports en glucides quand on a des problèmes de santé métabolique. Mais au Québec, il n'y a rien qui arrivait, il n'y a rien qui était là. Et ça adonne que mon bac est en traduction anglais, français, espagnol, mais anglais, français surtout. Et donc, c'était facile pour moi d'aller chercher ces informations-là qui existaient juste en anglais, qui existaient juste aux États-Unis. Hein. Il y avait déjà des congrès entièrement dédiés à ça aux États-Unis. Ici, ça se parlait même pas. Fait que j'ai pris ces informations-là et je les ai mise en français de manière vulgarisée. Fait que perdre du poids en mangeant du gras, tome 1, 2 et 3 aussi. Là. La première partie du livre, c'est de la théorie, c'est de l'enseignement, c'est des explications. La deuxième partie du livre, c'est des recettes pour dire, OK, dans le pratico-pratique, dans le quotidien, comment est-ce qu'on intègre le concept. Mais toujours est-il que je pense qu'il faut comprendre ce qu'on fait si on veut
savoir si on fait la bonne affaire ou du moins émettre l'hypothèse que peut-être que je fais la bonne affaire et perdurer dans le temps aussi. Je suis contre le concept de dire aux gens, tiens, voici une feuille sur laquelle c'est écrit en rouge que tu peux pas manger, c'est écrit en jaune ce que tu dois pas manger trop souvent, parce que c'est écrit en rouge que, tu sais, en vert ce que tu peux manger autant que tu veux. Je suis contre ça parce que c'est comme ton histoire de poisson. Je trouve que c'est les gens s'ils comprennent pas, puis moi la première, si je comprends pas pourquoi je fais quelque chose là, peut-être que je vais le tester par curiosité ou par pression parce que j'ai connu quelqu'un chez qui ça a fonctionné. Mais ça a moins de chances de durer dans le temps si j'ai pas compris la logique derrière ça que si je comprends la logique. Puis même quand tu comprends la logique, c'est un défi pareil. Mais quand tu comprends pas par toute la logique, là, c'est plus dur, disons. Fait que moi, je me suis dit, il faut amener ça au Québec, il faut faire comprendre ça faut offrir ça comme connaissance pour ceux que ça intéresse dans la francophonie parce que pour l'instant, ça se passe au Canada, ça se passe aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, puis nous autres, on n'en avait aucune idée au Québec. Fait que c'était ça un peu l'idée de départ. Puis je tiens à le dire, tu vas me trouver quétaine, là, mais je tiens à le dire que tout le monde pense qu'au Québec, on écrit des livres pour devenir riche, puis que notre but dans la vie, c'est de vendre des livres, là. Mais c'est incroyable comment le marché québécois du livre est petit et que c'est la pointe de l'iceberg. C'est extrêmement rare que quelqu'un réussisse à faire un profit intéressant sur son livre pour dire que ça a fait une différence par rapport à la quantité d'heures qui a été mise là-dedans. Fait que moi, je vais être honnête, là, je gagne bien plus d'argent comme médecin à voir des patients en 10 minutes puis à leur prescrire des pilules. Ça, c'est comme la chose la plus payante que je faisais avant. Plus payant que ça serait de la médecine esthétique, là, mais mettons qu'on reste dans la médecine générale, là, la chose la plus stable, la plus payante, la moins controversée, celle qui va me donner le moins de troubles, le moins de plaintes, le moins de problèmes dans la vie, c'est de continuer à avoir des patients 10-15 minutes puis à leur prescrire des médicaments tels que les lignes directrices me disent de le faire. That's it, that's all. À partir du moment où tu sors de ce chemin-là, tu y mets un temps de fou, c'est débile. Tu es exposé à la controverse, tu te fais attaquer, tu te fais critiquer, tu te fais salir dans les médias, puis tout ça est arrivé et continue d'arriver, bien sûr. Mais je vais te dire, Maxime, là, c'était plus fort que moi. J'ai appris quelque chose, j'ai connu quelque chose qui a le potentiel de changer la vie de tellement de gens. Je peux pas juste garder ça pour moi-même. Moi, j'ai changé ma vie, j'ai changé ma santé, j'ai changé mon futur de bien-être, de futures maladies, de futures non-maladies, je devrais dire. Et je peux pas juste garder ça pour moi-même alors que je pourrais, bien sûr, dire, ben, moi, je me suis sauvée puis je sauve ma famille. Fait que les autres qui se débrouillent, ben, j'ai pas... je sais pas, j'ai pas cette capacité-là de juste penser de même. Moi, je me dis, il faut que ça se sache, il faut que les gens le sachent. Puis, OK, si t'es pas intéressé, mais au moins, tu as pris une décision éclairée de dire, OK, j'ai lu les infos, m'intéresse pas. Puis même à ça, tu m'arrêteras là, mais même à ça, moi, je me dis, même les gens qui sont pas intéressés, là, ils sont peut-être pas maintenant pour toutes sortes de bonnes raisons. Mais ça veut pas dire qu'il y a pas une graine qui a peut-être été semée puis qui va peut-être fleurir un jour. Et ça, je dois te dire que je l'ai vu maintes et maintes fois en clinique, des patients à moi à qui je leur ai parlé de bouffe. Vous savez, le diabète de type 2, peut-être qu'on pourrait réviser ensemble votre alimentation, puis qui m'ont dit, je t'arrête tout de suite, j'ai aucun intérêt, parle-moi-en pas, donne-moi tes pilules, oublie ça, jamais ça va m'intéresser. Puis 6 mois, 1 an plus tard, ils reviennent puis ils me disent, écoute, j'ai lu ton livre, puis finalement, je l'ai essayé, puis finalement, j'ai perdu 50 livres. Et ça, là, j'en ai vu tellement que je me suis dit, ha ha, Evelyne, t'es poche à déterminer dans la phase de la personne si t'es en train de semer une graine qui va un jour germer ou elle va jamais germer. Mais c'est pas à moi de décider si ça peut-être va germer ou pas, c'est à moi de semer la graine. Puis c'est un peu pour Exact. ça que j'ai écrit ces livres-là, pour semer des graines, puis rendre ça accessible aux francophones. Wow, écoute, je trouve ça super inspirant, puis je trouve que on a réussi à bien capter ta passion et le comment du pourquoi, qu'est-ce qui t'anime. J'aime ça, je trouve ça super beau. Puis ô combien inspirant la façon que tu le dis aussi, tu sais, c'est vraiment ça, notre mandat, le mandat même du podcast, c'est vraiment ça d'élargir les horizons des gens, de semer des graines. Puis à partir de là, si le timing est bon, parfait. Sinon, les ressources sont là, ils pourront s'y référer plus tard. Un peu la même chose qu'avec tes livres. Je trouve ça vraiment bien. Les livres, après ça, tout est là. Quelqu'un qui veut vraiment, qui est mûr pour aller lire ça, s'éduquer,
commencer à en apprendre plus sur son processus, sur sa maladie ou sur son comment il s'est rendu à l'état de santé qu'il a là, à partir de là, il est beaucoup mieux outillé. Déjà, il y a une grosse longueur d'avance sur quelqu'un qui n'a pas ces connaissances-là. Puis un pas à la fois, une page à la fois, je dirais. Je vais assurément mettre tes livres là, dans les show notes en bas d'épisode. Je vais mettre aussi, je voudrais même terminer là-dessus, là, ton podcast, là, je pense que tu es co-hôte aussi d'un podcast. Si tu peux nous en parler un petit peu plus, juste nous dire le nom, puis où les trouver, en fait. Oui, Sophie Rolland et moi, dans le fond, on a parti un podcast après, écoute, plusieurs années de bercer ce projet dans notre cœur. C'est un podcast qui s'appelle Sentez-vous mieux et qui est sur toutes les plateformes, là, Spotify, Apple, name it, on est là. Euh, dans le fond, ça se veut quelque chose qui dure une demi-heure. Des fois, on déborde parce que, comme tu peux voir, je fais rarement des réponses oui/non. Sophie doit m'arrêter aussi. Mais c'est un podcast qui se veut d'à peu près une demi-heure sur la santé métabolique, dans le fond, sur tout ce qui touche la santé métabolique, donc forcément santé intégrative, parce qu'il y a pas... La santé métabolique, c'est multifacétaire, multifactoriel, donc ça requiert de regarder tous les piliers, tout ce qui a un impact, et ça, c'est forcément qu'on a besoin de se tourner vers la santé intégrative. Et donc, on aborde un sujet par semaine sur la santé métabolique d'à peu près une demi-heure. Et à la fin de l'épisode, on donne une astuce simple, pratico-pratique, que les gens peuvent décider d'essayer ou de mettre en place pour améliorer leur santé un pas à la fois, une petite chose à la fois, pour s'en aller vers une meilleure qualité de vie, un meilleur bien-être, une meilleure santé physique et mentale sur le long terme. Excellent. Puis toi, personnellement, comme médecin, est-ce que tu pratiques? Est-ce que tu vois encore des nouveaux patients? Comment ça fonctionne pour te rejoindre, en fait? Oui, ben, j'ai décidé de faire le saut à l'extérieur de la RAMQ. Donc, je suis à la clinique CMIE. Je suis basée dans la succursale de Saint-Bruno de Montarville, mais depuis la pandémie, comme tous les médecins, je fais beaucoup de télémédecine, donc je suis accessible pour toutes les personnes qui sont au Québec. Il faut qu'il y ait les pieds au Québec et que moi j'ai les pieds au Québec pour que ça marche là, médico-légalement. Mais grosso modo, j'ai des plages toujours. Chaque semaine, dans mon horaire, j'ai des plages qui sont dédiées à des gens qui veulent me consulter pour leur santé métabolique. Et là, mon concept, en fait, c'est que les gens me voient, peu importe, ils n'ont pas eu de prise de sang depuis 5 ans ou ils en ont eu tout récemment, mais ils veulent mieux les comprendre ou ils essayent de perdre du poids ou ils essayent d'améliorer leur gestion du diabète ou toutes ces choses-là à la fois ou de faire de la prévention. J'adore les consultations de prévention de voici qu'est-ce que je fais actuellement, qu'est-ce que je pourrais faire pour optimiser ma santé métabolique sur le moyen long terme. Et c'est là que je réfère beaucoup à d'autres professionnels de la santé pour faire les bouts dans lesquels je ne suis pas du tout experte, comme en kinésiologie, en psychothérapie et autres. Mais bref, j'ai toujours des plages disponibles pour tous ceux qui veulent me consulter, qui ont déjà un médecin de famille ou qui n'en ont pas, peu importe. Et c'est ensemble qu'on va décider du plan de match. Donc, il n'y a pas d'obligation qu'on se revoie si ça ne vous intéresse pas ou qu'on se voit à une telle fréquence si ça ne vous intéresse pas. Moi, je veux que ça soit gagnant-gagnant des deux bords. Fait que c'est ensemble qu'on va discuter de qu'est-ce qui vous... quels sont vos objectifs actuellement, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait créer comme plan de match pour vous aider à y arriver. Puis là, peut-être que le plan de match, bien, ça inclut suivi avec votre médecin, suivi avec votre chiro, suivi avec votre professionnel de la santé X. Et moi, je suis un peu là comme en backup pour guider. Donc, très facile d'obtenir un rendez-vous avec moi. On peut écrire ou téléphoner à la clinique CMIE. C'est un numéro central, dans le fond. Vous allez être dirigé à ma secrétaire normalement. Sinon, vous pouvez me trouver sur Facebook. J'ai une page professionnelle. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent là pour me demander un rendez-vous. C'est peut-être ce qui est le plus facile parce que la plupart des gens n'écrivent pas bien mon nom de famille, donc ne me trouvent pas nécessairement. Fait que même si je vous donnais mon adresse courriel professionnelle pour me rejoindre, il y a plein de gens qui feraient une faute dans mon nom de famille puis le courriel ne se rendrait pas. Mais je suis très contente de recevoir des nouveaux patients tout le temps. Et si, vu que je suis hors RAMQ, donc c'est de la médecine privée, mais si votre budget est serré, vous me le dites quand on se rencontre, puis on essaie de garder ça en dedans de 20 minutes. Je fais moins d'enseignement, mais on va straight to the point aux essentiels et on peut faire ça dans un délai tout à fait raisonnable.
Yes, écoute, je vais mettre ça dans les show notes, assurément. C'est une belle opportunité pour travailler avec toi, mais aussi, je pense même aux professionnels de la santé qui auraient besoin justement d'un médecin qui peut aider ses patients en termes de Tout à santé fait. métabolique et tout. Là. Souvent, c'est des collaborations vraiment, vraiment pertinentes, intéressantes. Le fun, justement, de jaser tout ça, mais aussi, c'est un win-win, comme tu l'as dit, pour le patient également, pour l'aider au mieux de nos capacités avec toutes les champs d'expertise de chacun. Là. Donc, merci infiniment, Evelyne, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Là, ça a été une super conversation. On a pu bien saisir ta passion pour ce que tu fais et je crois que le message là, est clair par rapport au volet de la santé intégrative, la santé métabolique. Puis j'invite les gens à aller consulter toutes tes ressources sur les médias sociaux, tes livres, c'est des beaux cadeaux de nouvel an avec toutes les résolutions et tout. Là. Je vais tout mettre ça dans les show notes avec les liens et les titres des livres. Donc merci encore infiniment, puis je te souhaite une super belle journée. C'est moi qui te remercie. Bonne journée. Au Merci, revoir. ciao, ciao.